Le pianiste sans visage. Qui était Oscar Le Flex? Le mardi suivant, il neigeait lorsque je quittais Chaptal. Je ne fus pas étonné d'apercevoir le banc vide. Je jetai un coup d'œil vers le café d'où Pierre était sorti la semaine précédente. Il était là, debout derrière la vitre, et me faisait de grands signes du bras. C'était bien inutile. Avec son anorak rouge, n'importe qui l'aurait reconnu à 2 kilomètres. J'hésitais avant d'aller le rejoindre. Mouti allait bientôt sortir. Je ne tenais pas à ce qu'elle me voie ici, surtout en compagnie d'un garçon. Pourtant, j'entrai. On va au fond? Nous nous sommes réfugiés le plus loin possible de la rue. C'était la première fois que je me trouvais dans une telle situation. J'espérais qu'elle se prolongerait. C'était agréable et douillet, à l'image de ce coin presque intime de bistrot. Je ne sais pas très bien ce que j'attendais à cet instant-là. Que Pierre me prenne la main, comme la semaine précédente, qu'il me dise quelque chose de gentil. Eh bien non, il ne fit rien de tout ça. Les garçons, je crois, ont l'art d'entreprendre les choses les plus sottes et les plus inattendues quand ce n'est vraiment pas le moment, et de ne rien tenter quand la situation devient propice. Pierre, à ma grande déception, n'échappait pas à la règle. Il posa sur la table le gros paquet de partitions. Il avait l'air grave, presque sévère. Jeanne, ne crois pas que je sois indiscret, mais j'aimerais que tu me parles de ton père. Tu veux bien? Je soupirai et je voulus faire la brave. Oh, c'est Mouti que le sujet dérange, pas moi. Le garçon apporta 2 grands chocolats fumants. Pierre plaça ses 2 mains sur la tasse, comme pour les réchauffer, dans l'attitude de quelqu'un décidé à écouter. Après tout, pourquoi pas? Lui parler de mon père, c'était un peu lui parler de moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Moi aussi, j'aimerais bien tout savoir sur mon père, mais ce n'est pas facile. Tu vas vite comprendre pourquoi. Mon père s'appelait Oscar Le Flex. Il est né en Algérie, quelques années avant qu'elle n'obtienne son indépendance. Il a eu une enfance difficile. À peine rapatrié, ses parents sont morts dans un accident. Mon père a été pris en charge par l'assistance publique. Ça ne l'a pas empêché de faire de bonnes études puisqu'il est devenu ingénieur du son. Il est entré à la maison de la radio, tu sais, cette grande bâtisse circulaire près de la Seine. Il y est devenu ingénieur du son. Mais il se rendait souvent en province ou à l'étranger pour enregistrer des concerts. Au début, il vivait seul à Paris dans un studio minuscule, celui qu'occupe ma grand-mère actuellement. Et puis, il a fait la connaissance de ma mère, Odile, dont je ne sais presque rien. Ils ont alors acheté une grande maison isolée dans le sud de la France. Pourtant, ton père travaillait à Paris. Oui, et je crois qu'il utilisait son studio comme une chambre d'hôtel. Leur vraie maison, c'était celle de Calas. Calas? C'est un village au nord de Draguignan. La maison se trouvait dans la garrigue, à 2 kilomètres de la route. Mes parents captaient l'eau d'une source toute proche. Ils produisaient l'électricité avec un groupe électrogène. C'était très rustique. Rustique et pourtant luxueux, car mon père a fait construire à 100 mètres de la maison un auditorium, une salle ronde en béton, indépendante, dans laquelle il a réuni tout son matériel d'enregistrement et un grand piano à queue, comme le tien. J'ignore pourquoi. C'était sûrement une question d'acoustique, dit Pierre. Ma mère et mon père y ont été très heureux. Ils ont vécu là-bas jusqu'à ma naissance. Tu y es né? Oui, à Calas, dans cette grande maison. Là encore, j'ignore dans quelles circonstances exactes. Mais ce fut un accouchement difficile et prématuré. Ma mère ne m'attendait pas si tôt. Je suppose que mon père n'était pas là. Sinon, il l'aurait emmenée à l'hôpital. Elle est morte en me mettant au monde. C'est tout ce que je sais. La preuve figure en toutes lettres sur le livret de famille. Je suis née le jour même où elle est décédée. Et après, ton père t'a élevée seule? Oui, mais je ne me souviens pratiquement de rien. L'odeur de la pinède, la musique, le soir, et je me revois au pied de mon père lorsqu'il jouait du piano. Désormais, je crois que je peux faire la jonction, dit Pierre. Ensuite, ton père a fait la connaissance de Madame Le Flex, je veux dire, elle s'appelle Grete. Avant son mariage, Grete Kuhn. Et quand l'a-t-il rencontrée? Mouti affirme que c'était à Cologne, longtemps après la mort de ma mère. À mon avis, il l'a connue avant que ma mère disparaisse. Mais c'est sans importance. Mon père était jeune et veuf, avec un bébé à élever. Il ne pouvait pas rester seul très longtemps.
Il voulait sûrement que j'aie une mère, et Mouti a toujours rempli ce rôle, c'est vrai. En somme, tu n'as jamais connu qu'elle. À cette époque, Grete enseignait le français. Elle avait 13 ans de moins que mon père. Florent est né l'année suivant leur mariage. Une famille se reconstituait. Je regardais autour de moi. Indifférents, les consommateurs parlaient, riaient ou discutaient à voix basse, créant une frontière étrangement sécurisante. J'ajoutais avec un nœud dans la voix, et un nouveau drame a rapidement tout détruit. Pourquoi me confier ainsi à Pierre? Parce qu'il me l'avait demandé? Non, cela me soulageait de faire ce retour en arrière, d'exprimer ce passé trop longtemps refoulé. Et j'étais heureuse que ce fût lui, mon confident. Même ce qui allait suivre, ce qui allait suivre risquait d'être plus douloureux encore. Pierre me saisit la main, mais ce geste n'arrivait plus du tout au moment où je l'avais souhaité. Écoute, Jeanne, si tu ne veux pas continuer, c'était à la fin du mois de septembre. Florent n'était pas encore né. Mon père se trouvait seul dans la grande maison de Calas et Grete, enceinte de 6 mois, était avec moi à Paris. Elle essayait de régler sa situation professionnelle pour enseigner l'allemand dans la capitale comme suppléante. Je suppose que pour rien au monde, mon père n'aurait voulu prendre le risque que le futur bébé naisse dans cette grande maison. J'étais encore en maternelle. Je vais te dire les choses comme Mouti me les a racontées. Je n'ai pas d'autre version des faits. Un matin, elle a reçu un appel de la gendarmerie. Il fallait qu'elle se rende au plus vite à Calas. Un incendie avait dévasté la propriété et mon père était mort. Mouti a téléphoné à sa mère en Allemagne pour qu'elle vienne. Sa mère, c'est la dame que tu appelles Oma? Oui. Mouti, épouvanté, s'est rendu sur les lieux. De la maison, il ne restait que 4 murs noircis. On n'a jamais su si l'incendie qui avait éclaté dans la garrigue avait été accidentel ou criminel, mais quelle importance. Il s'était déclaré dans la nuit. Les pompiers étaient intervenus très vite, trop tard toutefois pour évacuer cette zone. Poussé par un violent mistral, le feu avait rapidement atteint et ravagé le domaine. Par la suite, les pompiers ont expliqué qu'il était très imprudent d'avoir négligé de débroussailler autour de la maison. Seul l'auditorium avait très peu souffert. Ces événements, je ne les ai pas vécus, bien sûr, puisque j'étais à Paris, mais ma gorge se serrait comme s'il datait d'hier, comme si c'était moi qui étais allée reconnaître le corps de mon père sur place. Les meubles, les livres, les papiers de famille, tout avait brûlé. On a retrouvé le corps calciné de mon père dans le couloir qui menait à sa chambre. Les pompiers ont tenté de reconstituer ce qui s'était passé. Mon père avait peut-être pris des somnifères. Il avait laissé toutes les fenêtres ouvertes. La chaleur l'a sans doute réveillé. Il a tenté de fuir, mais il a péri asphyxié. Il paraît qu'il n'a pas souffert. En tout cas pas longtemps. Pendant un incendie, on meurt étouffé avant de brûler. C'est ce qui est arrivé. À présent, j'étais épuisée. Longtemps, ajoutai-je avec amertume, je me suis imaginé que c'était quelqu'un d'autre qui était mort. Je voulais croire mon père vivant. Enfant, j'échafaudais d'invraisemblables théories destinées à me convaincre qu'il reviendrait un jour. À 8 ans, j'en ai parlé à Mouti. Elle m'a giflé, a hurlé. Ton père est bien mort, tu entends? J'ai identifié son corps. Que veux-tu savoir encore? Je n'ai plus évoqué le sujet. Jusqu'à ces derniers jours, certains mots n'étaient jamais prononcés à la maison. Je comprends. Tu ne peux pas en vouloir à Madame Leflex, cette histoire l'a traumatisée. Mais j'ai le droit de savoir qui était mon père, tu ne penses pas, Pierre? Tu le sais, ce que tu viens de me raconter. Tout cela, je l'ai déduit, glané, rassemblé année après année. Ce sont les morceaux d'un puzzle qui restera toujours incomplet. Ma vraie mère reste une inconnue, et je ne me risque pas à poser des questions sur elle. Pourquoi? Parce que ce serait injuste pour Mouti. Ma mère m'a porté 7 mois, mais c'est surtout Mouti qui m'a élevée. Et puis, à quoi bon l'interroger? Elle ne sait rien d'Odile. Mon père n'a pas dû beaucoup lui en parler. J'ai été tenue à l'écart de mes vrais parents. Pierre semblait réfléchir. Attends, ta belle-mère ignorait que ton père composait et ils ont vécu 2 ans ensemble. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il jouait du piano et qu'il écoutait des disques. Pierre secouait la tête.
presque convaincu par mes explications. Ça se tient, Jeanne. La vie de ton père avait dû bien changer après la mort de ta mère. Il s'occupait certainement de toi, il n'avait sûrement pas le cœur à composer. Et dès qu'il a épousé Grete, il y a eu Florent. Madame Leflex ne s'intéressait peut-être pas à la musique. Très peu. Pourtant, elle aurait dû. Elle, une Allemande. Pierre sourit avec indulgence devant ma mauvaise foi. Les partitions, les disques, tout se trouvait dans l'auditorium? Oui. Après l'incendie, que s'est-il passé? L'assurance a payé, mais pour rien au monde Mouty n'aurait fait reconstruire la maison. Il n'était même plus question, pour elle, de revenir vivre dans cette région. Elle a averti les collègues de mon père, certains lui ont racheté une partie du matériel de l'auditorium. Le reste a été liquidé sur place, en salle des ventes, sauf les 2 cantines qui contenaient les disques, les bandes et les partitions. Oui, c'est tout ce que Mouty pouvait rapporter dans sa voiture. Et encore, je ne sais pas où elle a pu les ranger, car nous nous sommes retrouvés à 4 dans un studio minuscule. 4? Mouty et moi, puis Florent, qui est né en décembre, et Oma, la mère de Mouty, qui a décidé de rester en France avec elle. La maison de Calas, ou plutôt le terrain, et ce qui restait dessus, ont été vendus. Avec cet argent, Mouty a acheté à Paris l'appartement où nous vivons aujourd'hui. Pierre comprit que j'étais lasse, que je voulais en finir. Et Calas, tu n'y es jamais retourné? Si. Il y a 2 ans. Mouty nous a emmenés à Draguignan. Elle n'a pas pu aller plus loin. Elle nous a mis dans un taxi, Florent et moi. Eh oui, murmura Pierre, c'est que Florent n'a jamais connu son père, lui. Nous n'avons rien vu. Les nouveaux propriétaires ont fait bâtir une villa provençale sur les ruines. Ils ont rasé l'auditorium pour des raisons d'esthétique, ont-ils dit. Tout a disparu. Je me tue. Pierre respecta mon silence. C'est moi qui le rompis. Songe qu'avant de découvrir les disques et les partitions, je n'avais aucune trace de mon père, aucun objet, aucune preuve de son existence. J'ajoutai à voix basse, car c'était mon regret le plus poignant, même pas une photo. Je suis condamnée à ignorer à quoi ressemblait mon père. C'est une ombre, un fantôme. Il n'y a pas de visage, mais il a une voix désormais.